Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Romain Zerbib. Romain, bonjour. Bonjour Irène. Tu étudies en particulier les modes managériales et les impacts sur la capacité à innover au sein des organisations. Le mode managérial, c'est une expression qu'on a entendue, mais je pense que c'est important que tu redéfinisses à quoi tu fais référence. Qu'est-ce que c'est Oui, le bien mode sûr. managérial? Alors, d'abord, la théorie des modes managériales, elle est née au milieu des années 80, sous la plume de Christophe Midler, qui est donc un chercheur de Polytechnique, avec la publication d'un article intitulé La logique de la mode managériale. Et il sera suivi quelques années plus tard, en 91, par un autre auteur, Eric Abramson, qui a rédigé un autre article iconique intitulé Les modes et les tendances en management. Et en fait, la théorie des modes managériales, elle est née, si tu veux, de l'observation d'un phénomène. On a constaté que les pratiques de gestion faisaient l'objet d'une adoption de plus en plus massive et en même temps de cycles de vie de plus en plus courts. Et les chercheurs avaient par ailleurs une difficulté à relier ces phénomènes par rapport à l'efficacité de ces pratiques. Donc, ils avaient du mal, si tu veux, à retrouver un impact positif qui aurait pu constituer un facteur explicatif. Donc au final, une mode managériale a un moyen relativement simple de la présenter. Ça pourrait être défini comme étant le résultat d'une pratique de gestion qui a connu une popularité rapide, suivie à relativement court terme d'une chute soudaine, et dont la popularité ne peut pas s'expliquer uniquement par la valeur effective de la dite pratique. Et donc, dans le cadre de la théorie des modes managériales, le motif d'adoption d'une pratique de gestion constitue un élément clé pour distinguer l'adoption et l'appropriation d'une pratique, on va dire en raison de ses vertus intrinsèques, de mécanismes ou de dynamiques d'adoption qui sont fondés sur d'autres critères, comme la croyance, ou encore l'imitation, ou enfin la recherche de légitimité. D'accord, c'est très clair. Et tu évoques, j'entends une espèce de temporalité et euh, enfin voilà, on sent que l'aspect temps est très important. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que finalement on sent que la mode va correspondre comme un épiphénomène qui va être adopté et abandonné, et pas quelque chose d'ancré? Est-ce que tu penses que cette valeur temps, c'est un point important dans la mode managériale? On est bien sur la mode, pas sur l'innovation managériale. Oui, tout à fait. D'ailleurs, les théoriciens des modes managériels se sont d'abord appuyés en fond sur deux grandes théories, la théorie néo-institutionnelle, mais également tout ce qui est lié relatif à la sociologie des modes. Donc le rapport au temps, il est déterminant, d'abord puisqu'on constate que ce sont des phénomènes de plus en plus éphémères. Par ailleurs, un phénomène de mode, on peut être certain qu'il s'agit bien de cela a posteriori, puisque au fond, au moment où émerge un phénomène de mode, on peut avoir des intuitions, il y a quelques éléments qui permettent de deviner que probablement il s'agit d'un phénomène de mode, mais c'est bien à l'issue du cycle qu'on peut le garantir. Ce qui va distinguer au fond une mode d'un grand classique, c'est que le classique demeurera dans les ouvrages de management. Sa valeur restera, y compris quand les conjonctures ou certaines préoccupations auront évolué, tandis que la mode managériale, elle va vraiment faire sens à un instant T. Et oui, à ce titre-là, le rapport au temps, la temporalité constitue un élément déterminant, puisque quand on regarde en fait son cycle de vie, la particularité d'une mode, c'est vraiment une courbe gaussienne qui est éphémère et de plus en plus haute, puisqu'elle fait l'objet d'une adoption de plus en plus importante. Complètement, ouais. C'est clair. Et j'avais une question aussi. J'entends bien que finalement la mode, on va pouvoir l'identifier a posteriori. Par contre, est-ce que tu penses quand même que, je pense, on parle souvent de vision. Est-ce que tu crois que c'est aussi une des caractéristiques, c'est que la mode, elle n'est pas forcément ancrée sur une vision long terme, sur des valeurs de l'organisation, et c'est plus une adoption. Tu as parlé, c'était un engouement, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais tu vois, une adoption temporaire parce que justement, elle n'est pas réfléchie ou la pratique n'est pas forcément ancrée sur quelque chose qu'on veut, bien sûr dans la durée, mais aussi dans les valeurs, dans l'objectif, la mission, l'ambition de l'entreprise. Est-ce que tu crois que c'est vrai ça? Alors d'abord, un phénomène de mode, il existe
dans l'environnement, puisqu'à un instant T, tu as tout un ensemble de parties prenantes qui vont converger autour d'une façon de résoudre un problème qui généralement constitue une préoccupation majeure pour de nombreuses entreprises. Ouais. À ce moment-là, tu as une pratique de gestion qui est souvent présentée comme étant plus efficace que ce qu'on avait utilisé auparavant, qui a parfois une assise scientifique et qui est souvent reconnue comme étant efficace par des leaders, des experts, et qui parfois a fait l'objet d'une application réussie au sein d'une entreprise emblématique, iconique. Et à ce titre-là, si tu veux, la pratique, elle bénéficie d'une aura, et généralement, elle est présentée comme étant donc susceptible de produire des résultats rapides, en plus à travers un mode d'emploi relativement simple, et on assiste souvent à des procédures simplifiées en quelques étapes. À ce titre-là, il n'est pas du tout étonnant que la pratique se diffuse, y compris dans les entreprises qui finalement ne sont pas forcément sur des positionnements ou des enjeux ou des visions qui sont en adéquation avec ce produit. Ouais. En fait, il y a deux façons d'appréhender la mode. Il y a d'abord l'existence en soi de cet objet qui, à un instant T, est reconnu par tous et envahit un peu l'environnement des managers, car on évoque souvent à travers tout un de façon dithyrambique, cette pratique au sein des colloques, des conférences, dans les ouvrages de gestion, dans les cours, mais également dans les entreprises. Alors, il y a toute une série de raisons qui permettent d'expliquer ces dynamiques de consensus provisoire, mais j'allais dire, ça, c'est pas grave. Là où ça devient problématique, c'est quand les entreprises ne réalisent pas une tâche de traduction, puisque ces pratiques, généralement, émergent dans l'environnement pour des raisons, j'allais dire, sérieuses. Donc, une pratique de gestion à la mode est toujours au centre des préoccupations parce qu'elle se présente comme étant un moyen efficace et commode de résoudre un problème complexe. Si aujourd'hui, tu as un ensemble de modes au sujet du bonheur au travail, c'est vraiment parce que la question du bien-être des salariés constitue une préoccupation. Et cette même mode n'aurait peut-être pas émergé il y a quelques décennies, à un moment où l'attention des organisations était ailleurs. À ce titre-là, c'est toujours au minimum, une source d'inspiration. Là où ça pose problème, c'est quand on l'évoquait donc à l'instant, il n'y a pas ce processus de traduction. Le problème, c'est quand une organisation intègre de but en blanc ces pratiques, soumette leur agenda aux prescriptions de cet objet. Et là, il y a le risque, en effet, que, outre le fait qu'elle dépense des ressources stratégiques comme le temps, l'argent, etc., dans une trajectoire qui n'est pas la sienne, qui ne correspond pas à son ADN, en plus, elle peut être emmenée vers des territoires qui ne sont pas conformes à ses intérêts stratégiques. Donc la mode en soi, j'allais dire, ce n'est pas un souci, c'est même une source d'inspiration très intéressante pour les managers. Là où le bas blesse, c'est quand il n'y a pas cet exercice de traduction qui normalement doit être réalisé par l'entreprise. L'entreprise, comme une organisation, doit pouvoir faire le tri, prendre ce qui est intéressant et rejeter ce qui ne l'est pas, et ensuite essayer d'ajuster en fonction de ses intérêts et puis surtout de la spécificité de son environnement cet objet de gestion. Là encore, c'est quand on disait que la théorie des modes managériales est née d'une observation, outre le fait qu'on a vu que ces pratiques faisaient l'objet d'une adoption massive, puis d'ailleurs, il faudrait revenir sur la notion d'adoption, parce qu'en réalité, c'est plus compliqué, parce que ça dépend comment on définit l'adoption en tant que telle. Il y a beaucoup de postures d'adoption qui ne se caractérisent pas forcément par des applications concrètes. Mais on remarque que les théoriciens des modes managériales étaient très surpris qu'une même pratique de gestion se diffuse de façon quasiment égale au sein de tout un ensemble d'entreprises différentes, soumises à des problématiques distinctes, qui évoluent au sein d'environnements particuliers. Normalement, cette hétérogénéité-là devrait produire des phénomènes d'adoption différents. Or, on ne constate pas ça. Et c'est pourquoi on a évoqué, c'est pourquoi ils ont utilisé en fait
le prisme de la mode pour essayer de comprendre ces phénomènes qui, selon eux, n'étaient pas explicables en raison de la qualité intrinsèque de la pratique. Ouais, c'est très clair. C'est vraiment, tu parles de répondre à un besoin sérieux, mais finalement, c'est cette traduction qui n'est pas là qui va faire qu'on va euh, chercher une réponse rapide, toute faite, toute prête, plutôt que à, prendre le temps de cette intégration, de cette d'adaptation finalement d'éléments qui pourraient être intéressants, mais voilà. Donc là, c'est la mode. Ce qui est important, c'est l'innovation managériale. Et quand on parle d'innovation, alors tout le monde en parle, hein, c'est ce qu'on disait au départ, mais on pense souvent, ou d'abord, innovation technique, technologique, produit. Alors le nouvel iPhone, je ne sais pas. Mais finalement, il y a beaucoup d'entreprises qui n'intègrent pas le fait que l'innovation est extrêmement large et en particulier l'innovation des processus est une vraie force, une vraie façon de se différencier dans son écosystème. Et donc, par rapport à ça, l'innovation managériale, c'est vraiment un creuset. Donc, évidemment, l'innovation managériale, tu as parlé beaucoup de mode managérial, là, on parle d'innovation managériale. Toi, qu'est-ce qui te dirait, qu'est-ce qui est la différence vraiment entre la mode que tu viens de nous décrire? Alors, tu as commencé à nous donner quelques éléments, mais est-ce que tu peux aller plus loin entre une mode et vraiment une innovation managériale au sein de l'organisation? Qu'est-ce que ce serait les... Alors, a priori, d'abord, tu peux avoir des innovations managériales qui ont produit des résultats éloquents au sein d'une organisation A et qui va être adoptée de but en blanc par l'organisation B pour des motifs d'imitation. Pour l'organisation A, il va bien s'agir d'une innovation managériale et pour l'organisation B, on sera plutôt dans des logiques de mode managérial. Donc, c'est vraiment au niveau du motif et du mobile d'adoption qu'on va distinguer. D'ailleurs, les innovations, les modes managériales, initialement, sont souvent des innovations managériales. Une innovation managériale, ça va être une organisation qui va faire montre de créativité afin de résoudre un problème lié au management. Et elle va, par ce biais-là, réussir à améliorer l'efficacité ou améliorer la confiance, enfin résoudre un problème auquel elle est confrontée. Dès lors, si cette pratique rayonne, produit des résultats significatifs, éloquents, elle peut très bien être prise en main par d'autres acteurs, simplifiée, packagée et constituer un produit en tant que tel, qui sera ensuite promu par des auteurs, par des conférenciers. Et ensuite, tu vas avoir un ensemble d'organisations qui vont s'approprier cet objet, qui d'ailleurs, et beaucoup de recherches en témoignent, n'est plus exactement l'objet tel qu'il a été mis en place au sein de l'organisation A, mais constitue autre chose. On est plutôt là dans un produit simplifié, de favoriser une diffusion massive. Et là, on n'est plus réellement dans des mécanismes d'innovation quand on adopte cela, mais on peut aussi très bien l'être. C'est-à-dire que la nuance, elle est ténue. Là où on est vraiment dans les mécanismes de mode managérial, c'est quand une organisation va juger opportun d'adopter une pratique, d'abord pour des raisons politiques, à destination d'une communication vis-à-vis des parties prenantes, et aussi parce qu'elle veut résoudre, on va dire, de la façon la plus simple qui soit, un problème auquel elle est confrontée, en ayant recours à une solution disponible sur le marché. Généralement, l'innovation managériale, là, on est plus dans un processus de créativité, d'innovation, où on va essayer de résoudre, à travers les contraintes qui sont les nôtres, en étant toujours subordonné à l'ADN de son organisation, une problématique, et ce qui va donc donner naissance à des nouvelles modalités de gestion ou d'exploitation des ressources. C'est très clair, c'est vraiment, on voit bien la différence qui est la traduction entre quelque chose qui va être nouveau et le fait qu'on se l'approprie, qu'on l'intègre réellement, qu'on se repose des questions, plutôt que quelque chose, comme tu disais, simplifié, packagé, qu'on va faire du copier-coller. Absolument. Et la différence, elle est énorme puisque dans un cas, tu as quelque chose d'ajusté ou adapté à ton environnement, à ton organisation, à tes préoccupations et à tes contingences. Donc, tu maximises les probabilités de réussite. Et puis surtout, vu que tu es dans un processus de prise en main des solutions, on est quand même dans une logique d'A/B testing. Donc, quand ça ne marche pas, on réajuste. Tandis qu'on approprie de but en blanc, on est dans tout à fait autre chose. Après, ce qui est passionnant à travers la logique des modes managériales, cette théorie, c'est que d'abord, on constate tous les biais que génèrent les adoptions de but en blanc.
avec d'abord souvent une perte de temps, un déficit d'efficacité. Mais là où c'est une problématique relativement complexe, c'est qu'il y a tout un ensemble d'incitations qui conduisent les managers à privilégier les offres déjà disponibles sur le marché, donc disons les modes managériales, au détriment d'une approche cousu humain. Parce que mettre en place une approche, que ce soit par la voie de l'innovation, de la créativité, ou essayer de mettre en place quelque chose qui est personnel, d'abord exige des ressources, des compétences, aussi une capacité stratégique et politique pour faire adhérer le top management et fédérer autour de soi les ressources afin de mettre en place cette politique. Et puis après, il y a une prise de risque significative, car si cela échoue, bien, on est directement rendu responsable. Et on voit bien qu'à ce titre-là, les modes managériales, elles charrient tout un ensemble d'avantages. D'abord, elles sont déjà reconnues par tout un ensemble d'acteurs, ce qui pour un manager facilite vivement la tâche de validation auprès du top management. En plus, on a déjà le dispositif qui est clé en main avec toutes les étapes. Il est également plus facile de fédérer nos parties prenantes internes autour du projet. Puis enfin, si jamais ça ne marche pas, on pourra toujours incomber la responsabilité aux tiers qui l'ont validé. Et puis, donc voilà, on voit il y a tout un ensemble d'avantages. Et puis j'ajoute que pour un manager, non seulement il y a un avantage à adopter, mais il y a également un risque, une menace quant au fait de résister. C'est-à-dire qu'un manager qui résisterait aux sirènes de la mode a intérêt à apporter des contreparties suffisamment significatives afin de justifier qu'on n'emploie pas ce qu'à un instant T, tout le monde évoque comme étant la solution miracle. C'est quand même pas évident. Et si jamais cette pratique génère d'authentiques résultats, on lui reprochera d'avoir conduit l'organisation à louper le train en marche, celui de la performance. Et donc, ce sont des problématiques complexes. Mais en même temps, là, tu dis finalement, il y a alors, je ne sais pas si c'est le mot confort, mais peut-être même déresponsabilisation, je ne sais pas si c'est ça le terme, mais d'utiliser cette mode cousu humain, etc. Mais en même temps, il y a quand même des risques de fond de rester sur l'innovation par rapport pardon, excuse-moi, pour rester justement à l'inverse sur la mode. Bien sûr, à ce confort et à ce dédouanement peut-être de la responsabilité, mais en même temps, pour l'organisation dans son ensemble, il y a quand même un risque, on le voit bien, tu as commencé à l'évoquer, à rester sur la mode plutôt qu'essayer de prendre, même si ça prend des ressources, même si ça prend l'énergie, même si ça prend les cellules grilles, etc., d'aller sur l'innovation qui va les différencier. Donc, tu peux nous parler un peu quand même des risques de… D'abord, tu as tout à fait raison, mais innover en interne et réussir à concrétiser cette innovation, à la mettre en œuvre et mettre en place une mode managériale, ça n'exige pas du tout les mêmes compétences. D'un côté, il faut quand même être de l'ordre de l'excellence stratégique et managériale. De l'autre côté, c'est moins exigeant. Par ailleurs, tu évoquais le rapport au temps, mais le cycle de vie d'un manager, si jamais il a une carrière fondée sur un cycle de vie de 3-4 ans par organisation, on comprend que stratégiquement, il soit tenté par des approches plus commodes. Par ailleurs, quand on demande à certains managers de trouver une solution rapide à un problème complexe, on comprend la tentation. Et puis enfin, tu as des organisations qui n'ont pas le goût ou la prédisposition à l'innovation. Donc il y a des environnements qui rendent difficilement compatible la mise en place d'une innovation en tant que telle, parce que ça exige quand même une forme de maturité organisationnelle. Par rapport au risque, c'est ça qu'on voulait voir. Parce que là, finalement, on a l'impression de dire que c'est plus confortable, mais quand même, au plus long terme, c'est quand même l'innovation qui va permettre de se différencier. Donc, quels sont les risques quand même de rester sur la mode? Tu as tout à fait raison. D'abord, quand on évoque le risque, il faut avoir à l'esprit qu'il y a au moins deux grands types de modes managériales. Tu as les modes dites conjoncturels, on pourrait dire, et les modes structurels. Les modes conjoncturels, si tu veux, elles ne vont pas en tant que telles toucher, on pourrait dire superficielles aussi, elles ne vont pas en tant que telles toucher le cœur du modèle économique de l'organisation. Si jamais une mode…
ouais, voilà, suggère que pour améliorer la qualité des réunions, mieux vaut les faire en marchant qu'en étant assis. J'allais dire, ça ne mange pas de pain de le mettre en place. Si jamais tu te rends compte que ça ne produit pas les effets escomptés, t'arrêtes, c'est juste pas grave. Si demain on te dit que ta salle de réunion, mieux vaudrait la peindre de telle couleur puisque ça favorise l'apaisement des collaborateurs, là encore, il faut reconnaître que le risque est modéré, au même titre que le fait d'installer un baby-foot. Si on nous dit que ça favorise la relation entre les collaborateurs, bah, ce serait bête de ne pas essayer, de ne pas tester ou d'être dans des postures un peu réactives au changement. En revanche, tu as les modes structurels. Et là, on pourrait vivement, enfin, longuement évoquer les risques. C'est celles qui vont venir toucher au cœur économique de ton organisation. Ce sont les modes qui, cette fois-ci, ne vont pas te suggérer de modifier la couleur d'un bâtiment, mais de modifier fondamentalement ton dispositif de relation client. Par exemple, ce sont des modes qui t'amèneraient à modifier ta façon d'appréhender ton cœur économique, de modifier ton système de création de valeur. Ce sont des modes qui touchent au cœur de métier, affectent le modèle économique et compliquent vivement un éventuel retour en arrière. Ce sont des modes qui, lorsque tu les engages, t'amènent parfois sur d'autres territoires stratégiques, alors même que les organisations n'en ont pas toujours conscience. Là, il y a un risque majeur au sens où les entreprises délèguent presque la cabine de pilotage à des outils qui ne sont pas conçus pour cette organisation en particulier. Donc, c'est sur cette catégorie de mode managérial-là qu'il y a un risque fondamental parce qu'on l'a dit, elles touchent au cœur du modèle économique et qu'elles produisent parfois des modifications qui ne sont pas irréversibles, mais qui compliquent vivement les retours en arrière et qui impliquent d'investir de très nombreuses ressources. Par ailleurs, ce sont des modes qui peuvent chambouler l'organisation parce que quand elles ne sont pas conformes à la culture de l'entreprise, elles génèrent tout un ensemble d'externalités négatives. Mais toi, alors, parce que on voit bien les risques, en particulier par partie structurelle, si on peint sa salle en rose bonbon, c'est peut-être moins grave. Mais donc toi, tu as bien évoqué, des fois il y a un niveau de confort du management d'aller sur quelque chose qui est plus facile, enfin qui semble en tout cas plus facile. Donc toi, ce serait quoi les conseils? Parce que on voit bien, c'est l'innovation, il faut aller. Quels seraient les conseils pour essayer de résister et en tout cas d'aller vers quelque chose qui est plus pérenne, qui est plus sur mesure, qui correspond plus aux vrais besoins de l'organisation. Comment tu pourrais essayer d'encourager le management à aller dans cette direction-là? Oui. D'abord, moi, je dirais que le fait qu'à l'extérieur de l'organisation circule tout un ensemble de modes managériales est une opportunité pour les managers car ça leur donne un ensemble de sources d'inspiration. Je dirais qu'au préalable, la problématique ne doit pas être formulée par la mode, mais elle doit bien être formulée en interne. Vous devez avoir un problème particulier qui n'est pas dicté par un tiers, mais c'est bien l'organisation qui formule le problème auquel elle est confrontée. Ensuite, si on identifie une mode qui prétend pouvoir résoudre ce problème, je crois qu'il est opportun de s'intéresser à cette mode et ensuite d'engager un processus, on l'a dit tout à l'heure, de traduction afin d'ajuster ce dispositif aux spécificités de l'organisation. Ça implique de conserver ce qui nous semble opportun, de juger ce qui nous de supprimer ce qui nous semble inutile, et ensuite de rentrer comme cela dans des dynamiques de métabolisation. On va sédimenter cette pratique nouvelle aux usages antérieurs, dans une approche très écologique, très respectueuse de l'organisation, afin d'être toujours au service des intérêts de l'entreprise. Et donc, on exploite des ressources extérieures, fussent-elles des idées ou des concepts managériaux, mais toujours dans un cadre maîtrisé, soucieux d'être en adéquation avec les cultures, la stratégie, les collaborateurs. Donc voilà, moi je dirais vraiment, garder un œil avisé sur les modes managériales, entreprendre cet exercice de traduction dans une perspective très écologique, en sédimentant, métabolisant. Et du coup, au final, on enrichit vivement ces pratiques, beaucoup plus qu'en ayant la volonté d'être fermé radicalement à toute mode.
C'est être complètement fermé aux idées nouvelles qui émergent sur le marché est peut-être aussi dangereux pour une entreprise que de se jeter sur tous les concepts à corps perdu. Et puis en plus, tu l'évoquais tout à l'heure, c'est finalement la mode aussi va émerger parce qu'il y a un besoin, une demande au niveau de l'organisation, donc des organisations Oui, peut-être avec un S. Donc ça permet aussi peut-être d'être sensible à ces besoins profonds. Par contre, c'est la façon dont on va répondre à ce besoin, comme tu disais en particulier la digestion, non, c'est pas la digestion, mais la métabolisation pour se l'approprier et surtout absolument. c'est pas se copier-coller. Juste pour le mot de la fin. Ouais, et juste un mot, Irène, Oui, pardon. pardon, car j'ai oublié d'avancer un élément qui est prosaïque, mais important, c'est de fixer ses propres indicateurs clés de succès afin de pouvoir monitorer la démarche et constater si elle produit ou non des avantages. Comme ça, on rentre dans une démarche où on objective le processus et on est capable à la fois d'ajuster, de reparamétrer ou, le cas échéant, d'abandonner, mais qu'au moins l'organisation s'entende sur un tableau de bord, sur des critères de définition de la valeur et de la pertinence de la démarche. C'est très important. Oui, oui. Et ça permet aussi comme on est en mode agile, là, on va vraiment essayer de tester et on avance en marchant, en apprenant, etc. Et c'est cette capacité aussi qui est un peu Absolument. liée aussi à la traduction. Finalement, ce que tu disais, ça peut marcher dans une organisation et on est tout le temps dans cette retraduction en se disant que l'écosystème évolue. Et justement, les écosystèmes évoluent beaucoup en ce moment avec le Covid. Qu'est-ce que, peut-être mot de la fin, dans le Covid, il y a beaucoup de tensions. On va avoir, comme les sirènes d'Ulysse, la tentation de répondre rapidement par des choses toutes prêtes, parce qu'il y a quand même des risques majeurs au niveau de certaines organisations de survie, même, le terme n'est pas trop fort, je pense. Est-ce que ça t'évoque quelque chose sur la situation actuelle, le risque quand même que les modes soient presque encore plus attirantes, parce qu'on a l'impression que ça va répondre rapidement à cette crise qui est assez forte et qui va s'amplifier, même crise économique. Est-ce que tu as un dernier point que tu voudrais évoquer, mode, innovation par rapport à la crise, par rapport aux tensions? Est-ce que ça t'évoque quelque chose? Si tu suis la théorie, normalement, les situations de crise, les changements de paradigme génèrent une aura spécifique et une attraction particulière à l'égard des modes, et c'est normal, on cherche des solutions. Cependant, la spécificité du Covid, c'est aussi le travail à distance. Mhm. Et est-ce que ce travail à distance va conduire les organisations à un retour au basique, où on sera débarrassé de certaines fioritures managériales? Je ne sais pas. Donc, ce sera intéressant, en tout cas, effectivement, de voir si cette crise, elle a au contraire conduit les entreprises à revenir aux fondamentaux, en étant concentrées sur les processus, leur efficacité et comment concrètement on engage nos collaborateurs de manière positive pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, ou est-ce qu'au contraire, la crainte d'une conjoncture anxiogène va favoriser l'essor de tout un ensemble de solutions clés en main? Mhm. On verra, mais ce On sera très verra intéressant en tout cas de de le voir. suivre. On peut Mm. espérer que ce soit la deuxième et que, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi l'opportunité finalement. Tous ces crises, ces moments assez intenses vont être l'opportunité de se reposer, comme tu disais, les bonnes questions et d'aller sur quelque chose qui est peut-être plus vraiment à l'écoute plutôt que, encore une fois, les choses faciles d'apparence, en tout cas, qui ne vont pas répondre aux besoins de fond. Merci Romain, Absolument. merci pour tous ces éclairages. Et puis donc à suivre pour l'analyse post-crise, comment les choses ont évolué. Merci, Oui. au revoir. Merci beaucoup, Irène.